Donc alors on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue au séminaire sur les dernières avancées d'Abacus pour simuler les très gros modèles donc sur Abacus. Donc je suis Adrien Verly, je suis consultant PLM et spécialiste en simulation éléments finis. Alors, hop, donc comme vous savez sûrement, on a un nouveau rendez-vous 2 fois par mois, donc qui sont ces webinaires, donc tous les mardis, enfin tous les 2 fois par mois, 2 mardis par mois, 12h30 à midi, où nous présentons des solutions sur les produits d'Assaut Systèmes, entre autres sur les domaines de la simulation, du design et du système engineering. Donc n'hésitez pas à nous présenter, à nous proposer des idées de sujets en nous contactant directement. Pour petit rappel, nous avons un site dédié à la simulation, donc sur www.kionis.com simulation, sur lequel vous pouvez retrouver donc des petites choses sur la simulation, donc c'est-à-dire des articles techniques, des tutoriaux ou encore des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site. Vous trouverez par exemple les nouveautés 2019 ou ce genre de choses. Vous trouverez également le replay de tous les webinaires que nous faisons donc toutes les 2 semaines. Donc le sujet de ce webinaire, donc on a un petit agenda avec 5 points. Le premier point, ça va être tout ce qui est simulation donc sur les gros modèles avec le HPC. Donc de là va découler tout ce qui sont les technologies au niveau des solvers. Donc on va voir les avancées récentes au niveau des différents solvers explicites ou implicites. Je parlerai rapidement de tout ce qui est contact linéaire, surtout d'une nouveauté qui existe depuis le 2017. Et en avant-dernier point, nous verrons un petit peu tout ce qui est automatisation du maillage et du post-processing, donc plutôt à travers la 3D expérience. Et pour finir, nous parlerons un tout petit peu du cloud computing. Donc n'hésitez pas à poster vos petites questions sur le côté. Je pense que vous savez comment ça marche. Là, il y a des petites cases où vous pouvez taper des questions et du coup, voilà. Alors on commence par tout ce qui est simulation super large. Donc première chose, qu'est-ce que c'est la définition d'un modèle, d'un gros modèle? Alors ça va dépendre à la fois du nombre de variables, c'est-à-dire que quand on était en 1980 par exemple, on disait que 100 000 variables c'était déjà un gros modèle. En 1990, on parlait plutôt d'1 million de variables, de degrés de liberté. En 2000, de 5 millions. En 2015, de 30 millions. Et maintenant, nos clients nous demandent de résoudre des très grosses simulations, c'est-à-dire des modèles qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de degrés de liberté. Donc ça fait quand même des modèles très conséquents. Le but de tout ça, c'est d'arriver à avoir des modèles très précis et donc avec une résolution fidèle derrière. Donc le but, c'est de raffiner les modèles pour avoir des solutions les plus précises, à la fois au niveau des sous-assemblages, des composants, et également donc si on peut aller modéliser des gros assemblages, donc des véhicules complets par exemple, c'est ce vers quoi on tend pour être donc de plus en plus précis. Donc évidemment aussi la notion de gros modèle, elle dépend aussi à la fois, enfin ce qu'on appelle gros modèle, c'est souvent aussi le temps de simulation. Quand on a plus de 12 heures de simulation, on considère que ça commence à être une grosse simulation. Donc ça dépend de plein de choses. Ça dépend également, par exemple, du type de procédure qu'on va utiliser. Est-ce que je fais du statique linéaire, non linéaire, de la dynamique explicite. Tout ça, ça influence énormément le comportement et le temps de résolution des gros modèles. Alors le processus de simulation pour les gros modèles, donc là je parle un petit peu de 3D expérience. Donc c'est vrai que la 3D expérience utilise Abacus derrière comme technologie pour les éléments finis en mécanique et thermique. Et du coup, il y a certains aspects du HPC qui seront abordés uniquement ou abordables uniquement avec la 3D expérience. Donc juste par rapport à la partie modélisation, le but, c'est de modéliser de manière précise les géométries, donc être fidèle à la géométrie exacte, pas forcément faire de simplification, d'avoir un maillage performant,
donc qui permet d'avoir une bonne qualité de maillage, de rester associatif avec la géométrie, et également, je parlais tout à l'heure un petit peu de tout ce qui est batch meshing, donc la possibilité de mailler et d'appliquer des règles de maillage de manière automatique sur les gros assemblages. Ensuite, la partie calcul. Donc le but évidemment, comme je vous disais, Abaqus qui résout derrière, c'est un solveur qui est fidèle et précis. Et le but étant aussi d'après, quand on déploie une 3 d'expérience, de pouvoir faire des calculs de performance, donc directement lancer les calculs sur des clusters ou autres. Le dernier point pour les gros modèles, c'est également le post-traitement. Vous savez, quand vous avez des modèles très gros, le problème qu'on peut avoir, c'est le post-traitement. Si j'ai un fichier de résultats qui fait des gigas de données, comment je le visualise? La plateforme a des outils de visualisation de performance qui permettent de rapatrier uniquement des images, entre guillemets, et du coup d'éviter de trop surcharger votre machine locale. Alors qu'est-ce que c'est que le HPC? Donc le HPC, c'est High Performance Computing. Donc c'est la manière de distribuer des gros calculs dans un environnement industriel. Donc il y a différentes techniques qui existent. Donc le premier, souvent vous savez, vous avez des racks quand vous faites du HPC. On pourrait avoir un rack avec un ou plusieurs CPU qui ont du coup une mémoire partagée. Donc c'est ce qu'on appelle le SMP, Shared Memory Parallel. Donc ces différents cœurs partagent un même bloc mémoire. Vous avez ensuite la possibilité de connecter et d'interconnecter différents racks ensemble. Et du coup, là, vous allez avoir une mémoire qui est distribuée, donc ce qu'on appelle le DMP, Distributed Memory Parallel. Et du coup, ça permet d'empiler comme ça la puissance de calcul assez facilement. Vous pouvez également rajouter sur chaque rack des cartes GPU, donc c'est les cartes graphiques pour rappel, qui vont permettre d'accélérer également la résolution de vos simulations. Une petite précision technique, là, quand vous avez un node de calcul, donc un rack complet, vous avez possibilité, actuellement il y a souvent plusieurs CPU à l'intérieur, donc qui contiennent plusieurs cœurs. C'est recommandé d'utiliser une petite variable spécifique, la Abaqus, je vous inviterai à regarder les bases de connaissances d'Asso là-dessus, la petite variable MP-host-split qui permet d'améliorer les performances. Donc en fait, il faut venir séparer pour que chaque cœur voit sa propre mémoire. Donc faire un petit mix entre du MPI et du thread derrière. Voilà. Donc c'est une petite introduction à ce sujet-là. Par rapport aux licences, les licences traditionnelles que vous connaissez fonctionnent avec du HPC évidemment. La consommation des jetons décroît en fonction du nombre de cœurs. Donc là c'est un petit rappel sur les différentes consommations. Par exemple, vous savez que pour un cœur vous utilisez 5 jetons, mais par exemple pour 128 cœurs vous allez utiliser 38 jetons. Donc voilà. On verra tout à l'heure que si vous faites du cloud et que vous l'exécutez sur le cloud, il y a un mode de consommation un petit peu différent derrière. Alors concernant, donc ça nous amène du coup aux technologies qui sont là pour résoudre les gros modèles. Du coup, vous devez sûrement savoir qu'il y a différents types de solvers chez Abaqus. Donc il y a des solvers en implicite qui sont en Abaqus standard, qui sont le solver direct, direct sparse solver. Vous avez le solver itératif, donc le AMG qu'on appelle algébrique multigrid. Également des solvers dédiés à tout ce qui est dynamique linéaire. Par exemple, pour le modal, vous avez le solver Lanczos ou le solver AMS. Tous ces solvers sont continuellement améliorés au cours des versions. Et du coup, là, j'ai une petite image qui vous présente des avancées assez récentes. J'en ai d'autres à vous montrer. Là, ça s'arrête à 2017. Je vous montrerai également des avancées jusqu'à la version 2019. Où, du coup, on voit par exemple l'introduction de la parallélisation en explicite en 95, l'amélioration du coup ici en 6.4 dans les années 2000. Alors, c'est ça qu'il faut savoir que avant les années 2000, on n'avait pas beaucoup de processeurs où il y avait plusieurs cœurs à l'intérieur. Donc tout ça, ça a été introduit, mine de rien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une petite vingtaine d'années. Et du coup, petit à petit, au fil du temps, on a les solvers qui s'améliorent, qui viennent de plus en plus parallèles. On devient à la fois parallèle donc en SMP ou en DMP derrière.
Et voilà, donc après, ça c'est dans les années 2005-2010, et on arrive ensuite au niveau des années 2010 vers l'introduction du calcul parallèle via les cartes graphiques, donc via les GPU, donc essentiellement pour le calcul implicite chez Abacus. Très récemment, donc en 2016, on a commencé également à introduire les simulations sur le cloud. Alors, je vais commencer par le solver explicite pour vous montrer un petit peu la scalabilité, donc c'est-à-dire plus je mets de cœurs, quelle est la courbe en fonction du nombre de cœurs de calcul. Donc là, on a un exemple où j'ai un calcul donc sur un crash automobile, donc c'est une voiture où il y a 5 millions d'éléments. On voit que pour 24 cœurs, j'ai un temps de résolution de 6 heures et je monte jusqu'à 1056 cœurs à une résolution de 40 minutes. Bon, sachant qu'on voit qu'entre 384 cœurs et 1056 cœurs, ici, j'ai pas beaucoup d'intérêt à passer à 1056 cœurs sur ce cas-là, puisque je gagne que 3 minutes en mettant 3 fois plus de cœurs, donc c'est pas forcément intéressant. En tout cas, il y a une bonne scalabilité jusqu'à un certain nombre de cœurs. Voilà, donc il faut faire des tests en fonction de vos modèles pour voir tout ça. Une des nouveautés très récentes du solver explicite, donc, qui date du mois dernier, février 2019, donc c'est en version 2019 FD01. C'est la possibilité de lancer l'explicite sur des vraiment très gros modèles. Donc ils ont amélioré fortement tout ce qui était partie pré-processing, packaging, packager et la résolution. Donc jusqu'en 2018, on ne pouvait pas lancer ici de modèles avec 4 voitures qui s'impactaient. Donc c'était des modèles à 114 millions de degrés de liberté. Et maintenant, on arrive à lancer en 2019 FD01 jusqu'à 8 voitures en impact. Donc ça fait des gros modèles quand même à 229 millions de degrés de liberté. Et du coup, voilà, j'arrive à les passer en 2019 FD01. Par rapport au temps de résolution, on voit que la scalabilité elle est intéressante. Quand je passe de 280 à 560 cœurs, j'ai quasiment gagné 2 fois de temps de calcul. Quand je passe ici à 1120 cœurs, bon, j'ai pas gagné énormément par rapport aux 560, j'ai gagné un peu moins de 2 heures. Donc voilà. En tout cas, ça fait des belles simulations et c'est des choses qui n'étaient pas réalisables encore il y a quelques mois. Si on parle ensuite rapidement, donc là j'ai fini sur l'explicite, je passe sur la partie implicite. On va commencer par les solvers linéaires. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur tout ce qui était solver linéaire depuis la 2017. J'ai souligné en rouge quelques nouveautés, des améliorations fortes sur le solver AMS, la possibilité d'utiliser plusieurs GPU en même temps, donc ça en version 2017. En 2019, j'ai des améliorations sur tout ce qui est le SMP ou également sur les performances pour des cases statiques linéaires avec plusieurs cas de chargement. Donc je vais vous présenter deux petites nouveautés assez rapidement, juste pour vous montrer les gains de temps qu'on peut avoir avec les dernières versions 2019. Donc si je parle du SMP, donc en fait c'est une nouveauté 2018 HF1. Donc il faut savoir que quand on parle de nouveauté, généralement 2018 Golden, donc c'est la version de base. Quand on parle de 2018 HF1, on va dire que c'est une nouveauté de 2019, puisque généralement vous la connaissez qu'à ce moment-là. Du coup, j'ai un exemple ici où je viens lancer, donc sur un pas si gros modèle que ça, avec un peu moins de 4 millions de degrés de liberté, une extraction modale et une analyse harmonique. Et du coup, je vois qu'en fonction du nombre de cœurs, j'ai quand même des gains assez importants. Mettons sur, sur un cœur, j'ai un temps de résolution de 60% environ par rapport à la version 2017. Et pareil en harmonique, j'ai des gains assez conséquents derrière en temps de résolution. Deuxième exemple sur l'analyse linéaire. Donc là, c'est un plus gros modèle, 23 millions de degrés de liberté, avec 254 chargements à extraire. Donc c'est du statique linéaire derrière. Pareil, beaucoup de nouveautés introduites en 2018, qu'on considère du coup nouvelles pour la 2019 Golden, où on voit pareil que les temps de résolution sont fortement améliorés derrière en fonction des versions. Vous voyez, en bleu, c'est la version 2018 Golden, et ensuite je passe à la HF2 avec différentes techniques de résolution derrière.
Pour la partie GPU, toujours pour la dynamique linéaire, donc c'est avec le solver AMS, on voit qu'on a des gains de temps assez conséquents avec un GPU. Donc si je prends par exemple, donc là la petite explication du graphe, j'ai en vert les courbes avec 7 CPU, en jaune 14 CPU, ensuite c'est 21 et 28 CPU. On voit que avec aucun GPU, là je suis à environ 8000 secondes de calcul pour extraire toutes mes fréquences propres. Avec un GPU, je suis à 3000 secondes, donc j'ai quand même un gain assez important de calcul. Sachant que, pour petit rappel, le GPU, quel que soit le nombre de cœurs à l'intérieur, n'utilise qu'un seul jeton Abacus, et donc du coup, ça, vous voyez, c'est plus intéressant d'utiliser ici un GPU que d'utiliser 21 cœurs par exemple. D'accord. Et en termes de nombre de jetons, ça n'a rien à voir, hein, vous consommez bien moins de jetons avec ce GPU. Donc c'est fini pour la dynamique linéaire. Maintenant, je vais passer à la partie donc solver direct, hein, sparse. Donc c'est le solver par défaut que vous utilisez quand vous faites des calculs statiques, hein, par exemple. Pareil pour vous montrer la scalabilité. Donc quand je fais un calcul sur un cœur, donc là c'est un modèle qui a un certain nombre de degrés de liberté. J'ai plus le nombre en tête. Vous avez 87 heures de résolution sur un cœur, et avec 168 cœurs, on arrive à lancer 5 fois le calcul dans la journée. Donc j'ai quand même une bonne scalabilité, et on voit que là, 112 aurait suffi également à lancer le nombre de cœurs, le nombre de calculs, 5 calculs dans la journée directement. Voilà, c'est intéressant de paralléliser vos calculs, sachant qu'également, quand vous distribuez les calculs sur différents nodes, hein, différents racks, vous allez avoir une mémoire qui est réduite par node, et du coup, ça permet également d'économiser de la RAM, de ne pas avoir besoin de beaucoup de RAM sur chaque nœud directement. Si je prends le même exemple et que je regarde un petit peu pareil les capacités du GPU, je vois également, si je prends un calcul sur 32 cœurs sans GPU, je mets environ 4h15. Si je fais 32 cœurs plus 2 GPU, je passe à 57 minutes. Donc j'ai un gain de temps très important en termes de résolution. Les nouveautés assez récentes, donc là j'ai trouvé des petits exemples en 2017, il me semble que c'est fait. Donc, comme je vous disais, les solvers sont fortement améliorés au cours du temps, et du coup là on voit par exemple par rapport à une 6.14, je gagne environ 17% de temps de résolution. Donc c'est pas des gros modèles, hein, c'est des modèles à 5 millions et 2 millions de degrés de liberté, mais bon, 17% de temps en moins pour le résoudre, c'est quand même assez conséquent. Donc également avec du GPU ici. Ensuite, je passe au second solver qui est moins connu, mais qui est assez performant, qui s'appelle le solver itératif. Donc c'est le solver AMG dont je parlais tout à l'heure. Ce solver, il est moins consommateur de mémoire, hein, donc de RAM. Il est généralement plus rapide. Il a de très bonne performance en scalability, c'est-à-dire que vous allez pouvoir fortement augmenter le nombre de cœurs et vous allez vraiment gagner en temps de résolution. Oui, par contre, il marche essentiellement avec des modèles qui sont bien conditionnés. Donc, il faut faire attention à la mise en données derrière. On va rajouter après, il y a quelques limitations. J'ai un premier petit exemple ici en bas où je vois que je gagne. J'ai une petite comparaison entre le solver direct et le solver itératif. Hein. Par exemple, si je regarde le problème 2 ici, j'ai un temps de résolution de 3h30. Alors qu'en solver itératif, j'aurai une résolution de 0,11 heures. Une des grosses nouveautés de ce solver, donc ça a commencé à être introduit en 2018 et s'est amélioré jusqu'à 2019 FD01, donc comme je vous le disais, la dernière version qui est sortie il y a 3 semaines, là. C'est la possibilité de lancer ce solver, donc algébrique multigrid, en mode hybride. Ça veut dire à la fois DMP plus SMP. Donc exactement comme le solver direct, ça veut dire que sur un même nœud, vous allez pouvoir avoir les deux comportements derrière.
Il est amélioré également pour ne plus être dépendant du raffinement du maillage, pour supporter de plus en plus de choses, donc par exemple les éléments gasket, le frottement, le tile, les MPC, la précontrainte, la plasticité, etc. etc. Donc il est construit pour supporter de très très gros modèles. Bon, il y a encore quelques petites limitations. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser d'éléments hybrides pour les hyperélastiques, ni d'éléments connecteurs. Et pour les contacts, par exemple, pas de contacts qui utilisent des multiplicateurs de Lagrange derrière. Voilà, quelques limitations qui, j'espère, seront levées dans les futures versions. Par rapport à sa scalabilité, donc si je fais une petite comparaison entre le solver direct et le solver itératif, on voit qu'on a des speed-up assez importants, donc jusqu'à 7,7 ici là sur des modèles à 36 millions de degrés de liberté, et je consomme pareil bien moins que le solver direct en termes de mémoire. Voilà. Si je prends un modèle ici donc en thermique avec du fluage, donc un gros modèle quand même à 187 millions de degrés de liberté, je vois que la scalabilité est plutôt bonne en fonction du nombre de cœurs, et que pareil la mémoire utilisée par chaque cœur est réduite. Bon, rapidement, j'avais un autre petit exemple, juste pour vous dire que, attention, des fois, le solver itératif peut être plus long que le solver direct en fonction de ce que vous mettez dans vos modèles, et les gains ne peuvent se voir des fois que à partir d'un certain nombre d'éléments ou de nœuds. Ici, on voit que les gains, ils apparaissent à partir de 100 millions ici de nœuds sur ce modèle-là par rapport au solver direct. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés solver technologiques. Je voulais vous montrer également rapidement des petites nouveautés sur le contact linéaire en 2017. C'est ce qu'on appelle le LCP, donc ce qui veut dire Linear Complementary Problem, donc sur les contacts. Le principe étant de réduire les équations de contact pour les problèmes uniquement linéaires et de gagner un petit peu de temps de résolution. Donc on voit sur le graphe du bas ici qu'on gagne du temps par rapport à une SDI traditionnelle qu'on utiliserait. Après, vous devez sûrement savoir aussi que vous pouvez lancer vos calculs en small sliding, et du coup, vous pouvez également gagner du temps si les conditions de petit glissement sont respectées. Alors attention, ce solver-là, donc il n'est pas dédié à des très gros modèles, enfin cette partie-là. Par contre, vous pouvez appliquer sur quelques contacts locaux, ça permet de gagner un petit peu de temps. On voit que là, dès qu'on a un trop grand nombre de contacts, j'ai plus intérêt à l'utiliser. Donc voilà, c'est une technique qui s'utilise uniquement pour l'instant en mots-clés quand on fait du CAE. Donc il faut, dans cette perturbation, utiliser une solution technique type LCP. Donc ça marche uniquement avec du contact sans frottement, petit glissement, et donc ça permet de prendre en compte un changement de statut de contact pendant la résolution en linéaire. Donc on va dire que c'est ça le comportement non linéaire qu'il y aura dans cette résolution linéaire. Donc c'est assez spécifique. Je vous invite à regarder la documentation sur le fonctionnement de ce type de contact. Ensuite, je vais passer rapidement sur une partie maillage et post-traitement. Donc, je vais parler de plateforme 3D Experience. Vous avez dans la plateforme 3D Experience la possibilité de faire donc du batch meshing et d'imposer des règles de maillage. Vous allez définir vous-même, par exemple, une règle qui dit je veux mailler avec telle taille d'éléments, je veux supprimer les trous de telle taille, et je veux que mes congés aient tant d'éléments dans le rayon. Et du coup, ces règles-là, vous allez pouvoir les appliquer sur des assemblages complets. Alors j'ai une petite vidéo, je vais passer directement un peu plus loin ici, voilà par là, où on voit ici la mise en données sur un assemblage, où je viens directement choisir des règles de maillage, et je vais pouvoir venir du coup mailler ça de manière un peu automatique, une fois que j'aurai choisi toutes mes règles de maillage. Donc je passe un petit peu, voilà, on voit quelques règles appliquées, il maille, et du coup, voilà, j'obtiens mes maillages sur mon assemblage de manière automatisée.
ce qui nous permet du coup d'avoir des modèles très conséquents en termes de maillage. L'avantage de la plateforme, c'est que si vous changez un maillage, enfin une pièce localement, ou modifiez une géométrie, vous pouvez mettre automatiquement le maillage à jour, hein. Il y a un lien fort avec entre la géométrie et la simulation, et du coup c'est un gain de temps assez important derrière. En termes de performance de post-traitement, la plateforme vous permet d'utiliser ce qu'on appelle le HPVis, en fait, qui est visualisation à distance des résultats, et donc de rapatrier des gros modèles, en tout cas des résultats de gros modèles assez rapidement. Donc là, par exemple, j'ai un modèle à au moins 32 millions de degrés de liberté, il me semble, et je vais pouvoir très rapidement analyser les résultats de ce modèle-là via la visualisation à distance. Ça permet d'avoir un gain de temps derrière. Donc c'est sûr qu'il faut une petite infrastructure derrière pour pouvoir faire tourner tout ça, mais l'avantage c'est que sur votre machine, c'est pas très consommateur, quoi. Voilà, je vous passe un petit peu la vidéo, parce que je vois que le temps passe derrière. Rapidement, je voulais vous présenter une petite nouveauté aussi depuis 2-3 versions. Vous avez ce qu'on appelle le Artwork Rendering, qui permet de lier vos visualisations, on va dire un peu comme avec la simulation. Et vous voyez, on arrive à faire des choses assez jolies avec la plateforme. Donc voilà, c'est ce que permet les capacités haute performance de la plateforme derrière. Voilà, je vais passer du coup, je vous montre quelques graphes et voilà derrière. Pour finir cette présentation, sur une partie donc le computing, donc c'est vrai que y a un facteur qui est quand même assez important dans la résolution des problèmes Abaqus. Au final, c'est pas forcément le nombre de CPU ou la vitesse des CPU ou le GPU. La RAM, c'est quand même un des facteurs importants. Et du coup, le cloud vous permet d'accéder à une grosse capacité de RAM, donc 60 Go par nœud. Sachant que je crois que ça a été quand même amélioré dans les dernières versions, j'ai pas les derniers chiffres, mais le but à terme, c'est qu'il monte beaucoup plus en termes de capacité de RAM pour les gros modèles derrière. L'avantage du cloud, évidemment, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer une machine, pas besoin de faire de maintenance, il n'y a pas besoin d'avoir du coût machine, tout simplement. Et du coup, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Vous pouvez, grâce au Power BI Abaqus, donc importer des fichiers input, par exemple, et les lancer directement sur les clouds d'Asso System. Et du coup, ça permet une résolution à distance et également déléguer vos pics de charge. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le cloud et le Power BI, nous avons fait un séminaire récemment, je vous invite à le regarder derrière. Donc, seulement, il y a une offre sur tout ce qui est justement résolution cloud. Vous pouvez acheter 100 heures, 250 heures ou 500 heures d'heures de résolution. Donc c'est des heures qui sont pour des modèles, c'est basé sur un modèle non linéaire implicite de 2 millions de degrés de liberté, 2 millions de nœuds plutôt, qui est lancé sur 32 cœurs. Donc pour l'instant, la capacité du cloud, c'est 32 cœurs maximum pour un calcul. Voilà, comme je vous disais, vous pouvez retrouver le séminaire directement sur notre site web. Un petit récapitulatif avant de vous laisser la main sur les questions. Donc Simulia a continuellement développé les solvers Abaqus depuis des années, depuis la création d'Abaqus. Donc les capacités HPC ont été fortement développées, donc SMP, DMP. Et du coup, tout ça s'est remonté également dans la plateforme 3D Experience. Et donc comme vous avez vu, Simulia a développé énormément tout ce qui était les solvers AMS, donc sur la dynamique linéaire, tout ce qui était solver itératif pour des gros modèles, le solver explicite qui maintenant peut résoudre des calculs sur plus de 1000 cœurs. Pareil, le solver direct qui devient très performant, et tout ça sans sacrifier de la robustesse de la simulation ni de précision. Et vous avez vu également que le GPU est introduit depuis quelques années pour également fortement accélérer certains types de simulations.
Et du coup, le clou de la plateforme vous permet également d'accéder à des ressources HPC, donc lancer des calculs à la demande, également faire du post-traitement, haute performance derrière. Donc voilà, c'est tout pour ce séminaire. N'hésitez pas à taper vos petites questions sur le côté. Le prochain rendez-vous que nous avons, c'est donc dans 15 jours. C'est un séminaire donc sur Abacus, sur tout ce qui est scripting et subroutine. Donc le but, c'est de vous montrer comment étendre les capacités d'Abacus via ces deux outils, scripting et subroutine, vous montrer les différences qu'il y a entre ces deux approches-là et vous introduire tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos petites questions derrière. Alors, j'ai une première question sur les GPU et la dynamique explicite. Alors le solver explicite pour l'instant n'est pas compatible avec le GPU, donc vous ne pouvez pas l'utiliser du tout. Ça reste juste du SMP, DMP traditionnel sans GPU. D'ailleurs, c'est comme le solver itératif, et il ne supporte pas le GPU, il n'y a que le solver direct qui supporte le GPU. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à prendre le micro si jamais vous voulez poser des questions de vive voix. Bon, du coup, je vois pas d'autres questions, donc écoutez, je vais clôturer ce séminaire. Merci à tous encore de votre participation et je vous souhaite un bon appétit.